Buenas tardes y bienvenidos a vuestra clase de español número 16. Hoy es viernes 29 de mayo de 2020. Terminamos la semana con una primera parte que va a consistir en la corrección del trabajo que teníais y después pasaremos a la corrección de la evaluación de comprensión escrita. Pues para hoy teníais una pregunta a propósito del texto acoso escolar o bullying. Voy a corregirla. Esta pregunta formará parte de la lección del día. Aquí tenéis el texto por si no lo habéis visto en la sección anterior. Os invito a leerlo de nuevo. Y pues la pregunta era precisa: ¿qué es el bullying y dónde sucede? Respuesta: el bullying es una palabra inglesa que significa intimidación. La persecución y las agresiones suceden en las escuelas y en los colegios. El bullying se ejerce a través de amenazas, insultos, vejaciones y provoca angustia y miedo en la víctima. Donc ce qu'il fallait savoir, c'est que ce mot vient de l'anglais et qu'il signifie donc intimidation. La persécution, les agressions de tout type ont pour lieu les écoles, les collèges. Se passe plutôt dans l'environnement scolaire. Ce phénomène donc s'exerce à travers des menaces, des insultes, des humiliations et provoque de la peur, de l'angoisse chez la victime. Donc voilà ce qu'il fallait pouvoir relever. La dernière phrase, je l'attendais pas forcément, d'accord. L'idée, c'était de pouvoir vous donner du vocabulaire. Donc, insultos, amenazas, veraciones, angustia, miedo sont des choses qu'il va falloir maîtriser quand on est sur ce type de séquence, donc qui a pour thème le harcèlement. Alors, pour approfondir la compréhension du texte, je vais vous poser deux questions pour terminer aujourd'hui ce travail-là. Ensuite, je passerai donc à la correction du DM. Pues pregunta 3 indica si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Cita una frase que lo demuestra. En la mayoría de los casos, la víctima denuncia al culpable. Es la afirmación A. El acoso escolar no tiene graves consecuencias. Es la afirmación B. Pregunta número 4. ¿Cuántas formas de acoso escolar existen y cuáles son? Donc, je vous laisse travailler ces deux questions avec le texte. Vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo pour avoir le texte. Et ensuite, je passe à la correction. Empezamos con la pregunta número 3. Primera afirmación: en la mayoría de los casos, la víctima denuncia al culpable. Il fallait répondre falso. La víctima sufre callada en la mayoría de los casos. Está en la línea 8 hasta 9. Donc ce qu'il fallait dire, c'est qu'en fait, dans la réalité, c'est que pour la majeure partie des cas, la victime ne dénonce pas le coupable, elle est en retrait et elle souffre, on vous dit en espagnol, callada, qui vient du verbe callar, elle souffre en se taisant, en gardant pour elle ce harcèlement. B. El acoso escolar no tiene graves consecuencias. Il fallait répondre falso. El maltrato intimidatorio le hace sentir dolor, angustia y miedo hasta tal punto que en algunos casos puede llevarle a consecuencias devastadoras como el suicidio. Donc c'est faux puisque le fait d'avoir des mauvais traitements à répétition et de l'intimidation peut faire ressentir donc de la douleur, de l'angoisse, comme on le disait précédemment, de la peur pour la victime, donc jusqu'à tel point que dans certains cas, ça peut mener la victime à des conséquences dévastatrices comme le suicide. Voilà ce qu'on vous dit en espagnol. Llevar ici n'a pas le sens de porter. Vous le connaissez comme porter un vêtement, d'accord. Ici, il a le sens de mener, conduire. Conduire quelqu'un, mener quelqu'un à faire des choses regrettables. Alors ensuite, pour la question 4, ¿cuántas formas de acoso escolar existen y cuáles son? Il fallait répondre, existen 4 formas de acoso escolar. Attention, 4 est un chiffre, il est invariable. Donc il n'y a pas de S,
C'est pas parce qu'on dit formas derrière qu'il faut mettre un S. Donc là, il n'y a pas de S. Faites bien attention à ça. Existen, il est accordé avec formas. Le verbe est en début de phrase puisque en espagnol, il est plus idiomatique de dire existen cuatro formas de acoso escolar, mais on peut très bien dire aussi cuatro formas de acoso escolar existen. Et là, vous voyez bien qu'on a fait l'accord avec le sujet de la phrase, hein, qui est donc cuatro formas. Donc il y avait 4 types de formes différentes, hein, de formes de harcèlement scolaire. Tout d'abord, el acoso físico. Alors dans le texte, on vous parle de ce que veut dire ce terme, hein. Donc on vous dit agresión directa a base de patadas, empujones, golpes, o puede ser una agresión indirecta con daños materiales en los objetos personales de la víctima o robos. Donc ça peut être une agression qui est directe à base de coups de poing, coups de pied, bousculade, etc. Ou aussi indirecte avec notamment des dégâts matériels sur les affaires personnelles de la victime ou des vols. Donc ça va être la première forme. Ensuite, vous avez l'acoso verbal qui là va être tout ce qui relève du langage. On vous dit las palabras tienen mucho poder y minan la autoestima de la víctima mediante humillaciones, insultos, motes, menosprecios en público, propagación de rumores falsos, mensajes telefónicos ofensivos o llamadas, lenguaje sexual, indécente, etc. Donc là, ça va être tout ce qui va être les mots, hein, qui vont miner ce qu'on appelle l'auto-estime, hein, l'estime de soi en fait, de la victime, hein, donc par le biais de différentes humiliations, d'insultes, de surnoms, hein, qu'on va donner en public, de propagation de rumeurs qui sont fausses, de messages offensifs, agressifs, voilà, d'appels répétés, etc., ou des mots qui ont trait à tout ce qui est sexuel et qui n'est pas forcément décent. Voilà. Donc voilà pour cette partie verbale. Ensuite, vous avez psicológico. Donc là, ça va être amenazas para provocar el miedo, obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere ni debe hacer. Donc ça va être plutôt les menaces, la pression psychologique exercée sur la personne pour provoquer chez elle de la peur ou tout simplement pour l'obliger à faire des choses qu'elle ne veut pas ou qu'elle ne doit pas faire. Et pour terminer, vous aviez donc social, que consiste en la exclusión, el aislamiento progresivo de la víctima. Los acosadores impiden a la víctima participar, ignorando su presencia o no contando con él en las actividades normales entre amigos o compañeros de clase. Donc là, c'est le fait d'exclure volontairement la victime, de l'isoler, de l'empêcher complètement de participer à des activités qui se font entre amis ou entre camarades de classe, hein. Donc on l'ignore totalement, on ne compte pas sur lui ou sur elle, on la met de côté, on la met à l'écart. Así que ya hemos terminado la compréhension de este texto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire remonter. Je vous demanderai quand même d'être à l'aise sur ce vocabulaire-là, c'est important pour la suite de la séquence. Pasamos ahora a la corrección de la evaluación. Donc je vais corriger l'EDM partie par partie. Là aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les faire remonter. Pues comenzamos la corrección de este trabajo. La primera parte era un texto y la consigna era lee el texto y contesta las preguntas. Donc ça, cette partie, elle était sur 10 points. Il s'agissait d'un court texte, il faisait 25 lignes. Alors, je vais parler de façon globale. Globalement, vous l'aviez bien compris, le texte, mais il y a eu beaucoup d'erreurs d'inattention, ou je dirais des erreurs plutôt de recopiage. Donc, c'est même plus de la compréhension, c'est du recopiage quand on vous demande de citer le texte. Et souvent, soit vous ne citez pas en entier, soit il y a des erreurs d'orthographe, des choses vraiment toutes bêtes que vous pouvez de vous-même corriger. Donc faites attention parce que c'est dommage de perdre des points sur finalement des choses que vous auriez pu corriger et qui vous coûtent parfois 1 point, 2 points. Voilà. Donc prenez le temps de relire, c'est super important. Donc au fur et à mesure des questions, je vais vous dire moi ce que j'ai observé, ce qui a marché pour certains, ce qui a moins marché, et donc à vous après de regarder votre copie que vous avez reçue normalement de façon individuelle et de corriger. Alors, première question, presenta el documento, tipo, título, fecha de publicación, ça c'était sur 1,5 point. Je pense qu'on l'a beaucoup fait en classe et malheureusement, il y en a encore certains qui ne savent pas présenter un document. Donc, faut reprendre, c'est toujours la même chose, vous avez plein de modèles dans le cahier. C'est pas normal qu'arrivé à cette période de l'année, vous n'arriviez toujours pas à faire une présentation complète. Alors, il fallait répondre, el documento es un artículo, eventuellement un extracto de biografía que fue escrito el 24 de octubre de 2019 y fue publicado en línea en el sitio
www.t13c.cl, etc. Se titula Mujeres bacanas, Gerda Taro, la primera fotoreportera. Alors, sur cette première question, moi, ce que j'ai constaté, c'est que souvent, j'avais El documento es un texto. Me dire que le document est un texte ne suffit pas. Je pense que j'ai assez insisté en classe. Un texte, ça peut être un poème, ça peut être un extrait de journal intime, ça peut être un article, ça peut être une interview, ça peut être un extrait de chanson, ça peut être un essai, etc., etc. Donc, à un moment donné, il faut absolument que vous soyez capable, un extrait de roman aussi, hein, vous soyez capable de me dire quel est le type de texte. Il faut vraiment aller plus loin. Ensuite, certains, vous n'étiez pas capable de me dire la date en espagnol. C'était le premier cours de l'année, ça. Vous rappelez-vous, entre 24 et octobre, il faut le D. Entre octobre et 2019, il faut le D. Ça, je vous l'ai fait encadrer. Normalement, c'est dans votre cahier. Après, pour certains, j'ai pas eu le titre. Ou alors, j'ai eu un autre titre. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé faire des recherches sur Internet, mais je suis désolée, il n'y avait pas de mot en anglais dans le titre, hein, par rapport à ce que j'ai pu trouver. Donc voilà sur cette première question. Donc globalement, j'ai très rarement mis 1,5 point sur 1,5 point pour cette question-là. Deuxième question. A partir del primer párrafo, cita dos elementos que permiten presentar a Gerda Taro. Alors, franchement, là, j'étais surprise. On vous demandait 2 éléments qui permettent de présenter Gerda Taro. J'ai eu des éléments qui ne présentaient pas du tout cette femme, hein, donc je ne sais pas où vous êtes allé chercher. Et puis en plus, j'ai eu des éléments qui ne venaient pas du premier paragraphe. Quand on vous dit premier paragraphe, c'est premier paragraphe. Donc attention hein, aux consignes. Alors vous aviez en fait la possibilité de citer 3 éléments au choix. Donc soit la primera mujer fotoreportera de guerra que murió en el frente, ça fait 1 élément et pas 2 éléments. Deuxième élément, autora de importantes imágenes que retrataron la guerra civil española. Et dernier élément, fue compañera y mujer de André Friedman. Donc ça, c'est tout dans le premier paragraphe. Attention, le reste n'était pas accepté et de toute façon ne convenait pas pour la présenter. Hein. Troisième question, precisa donde nació Gerda. Alors certains, vous n'avez pas compris le donde. Donde, pourtant, c'est quand même des choses qu'on a vues aussi en classe. Donde vives, où est-ce que tu vis? Donc où est-ce qu'elle est née? On vous demandait donc, Gerda nació en Stuttgart. Certains m'ont précisé en Allemagne, en Alemania, pourquoi pas, c'était pas attendu, je voulais juste le nom de la ville qui était dans le texte. Ah oui, une chose, quand on est en compréhension écrite, il n'y a pas besoin d'aller chercher des éléments supplémentaires sur des données que vous avez en fait. Donc là, certains m'ont précisé carrément sa date de naissance, m'ont précisé le pays, ça c'est pas dans le texte, donc on ne l'attend pas. Attention, parce que du coup, vous êtes plus sur donner des informations qui sont sur Internet que sur étudier réellement la compréhension du texte, quoi. Alors ensuite, question 4. Cita una frase que muestra que Gerda no era una mujer ordinaria convencional para aquella época. Là, globalement, vous l'avez bien trouvé celle-ci. Hija de un matrimonio judío de izquierda, Gerda fue siempre una mujer moderna, independiente, que fumaba, jugaba tenis y participaba en política. Donc, la phrase qui montre effectivement que ce n'était pas une femme ordinaire et conventionnelle pour son époque, c'est que donc elle était une femme moderne, indépendante, qui fumait, qui jouait au tennis, qui participait en politique, hein, donc à la politique. Tout ça, c'est des choses qui n'étaient pas courantes pour une femme de cette époque-là. Et certains m'ont fait la remarque que donc elle était juive et qu'elle combattait le nazisme. Oui, pourquoi pas, mais ici, c'était pas la phrase la plus pertinente pour montrer qu'elle n'était pas donc une femme conventionnelle. Alors, question 5, verdadero o falso, justifica tu respuesta con elementos del texto. Là, c'est un peu dommage. Certains, vous mettez vrai, vous mettez faux et vous justifiez pas. Ou à l'inverse, vous mettez juste une justification. Attention, parce que du coup, c'est pas ce qu'on vous demande. Hein. Donc là aussi, vous perdez des points bêtement. Alors, Gerda estaba en contra del nazismo. Alors, certains m'ont dit oui, et puis basta. Il faut préciser. Donc, verdadero fue férrea opositora al entonces emergente nazismo. Oui, me dire qu'elle est juive ne suffit pas à dire qu'elle était contre et qu'elle a lutté contre. Donc attention à ce que votre réponse ici soit pertinente. Gerda modificó su apellido cuando estuvo en París. Donc fallait dire verdadero. Gerda entró a trabajar en Alliance Photo y pasó a llamarse Gerda Taro, simplificando su nombre para idiomas como el francés y el espagnol. Donc oui, elle est venue travailler à Paris. Et elle a modifié son nom pour que ce soit plus simple hein, pour le français et pour l'espagnol. Et aussi, et vous aviez raison, parce que à cette époque, il valait mieux prendre un nom différent, enfin du moins qui ne soit pas à consonance juive, hein, puisque je vous rappelle que donc il y avait le nazisme. Gerda no se interesó
por lo que pasó en España entre 1936 y 1939. Donc là, ça demandait ce que vous sachiez ce qu'il y avait entre 36 et 39 en Espagne. Donc je vous rappelle que c'était la guerre civile. Et la réponse était donc falso. Decidieron partir a España donde se estaba desencadenando la guerra civil, les atrajo la aventura, las características del conflicto y también la fuerza de las imágenes de la guerra, milicianos uniformados, mujeres entrenándose para la lucha, jóvenes heridos y niños huérfanos. Donc là, effectivement, ça montre bien qu'elle a voulu partir en Espagne où il y avait un conflit et en savoir plus, se renseigner, avoir des images de la guerre et pouvoir les communiquer. Precisa el nombre de las dos batallas a las que asistió Gerda. Alors là, c'est marrant parce que certains, vous avez confondu en fait nombre et número. Nombre, je vous rappelle que c'est le prénom en espagnol et que ça n'a aucunement le sens de numéro, en fait, de chiffre. Donc quand on vous demande le nombre, c'est le nom, en fait, nous on dirait le nom, pas le prénom en français, hein, le nom des deux batailles. Donc certains, vous m'avez mis un chiffre alors que c'était pas la réponse attendue. Certains se sont contentés de dire la guerra civil española, oui, mais il faut préciser le nom des batailles, encore une fois. Donc Gerda asistió a las batallas de Guadalajara y Brunete. Explica las circunstancias de la muerte de Gerda, cómo, dónde y cuándo murió. Alors là aussi, très souvent, vous n'avez pas eu la totalité des points, tout simplement, puisque vous m'avez fait qu'une partie de la question. Donc quand on vous demande d'expliquer les circonstances de la mort de Gerda, il faut tout noter, c'est-à-dire comment, où et quand elle est morte. Ça a son importance en fait, hein. Alors, fue en la retirada de Brunete cuando la fotógrafa cayó del coche que la llevaba y un tanque la atropelló por accidente. Murió horas después en el hospital en el Escorial, 6 días antes de cumplir sus 27 años. Donc en fait, pendant cette bataille de Brunete, elle est tombée de la voiture qui la transportait et un tank l'a renversée par accident. Donc elle est morte quelques heures après. À l'hôpital de El Escorial, 6 jours avant d'avoir 27 ans. Pourquoi c'était important? Tout simplement parce que ça montre que c'était une femme qui osait prendre des risques pour faire son métier hein, donc de photoreporter et que donc ici, on avait travaillé sur la thématique de l'art et du pouvoir. Ça montre bien que certains sont prêts à prendre des risques pour transmettre des informations, pour montrer voilà qu'est-ce qui se passe en Espagne, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là. Et donc c'était le cas de Gerda. Alors 8. ¿Quién dio importancia a Gerda después de su muerte y cómo lo hizo? Donc là aussi, encore une fois, on vous montrait que cette femme, elle n'avait pas été, reconnue pour tout ce travail qu'elle a pu faire en tant que photoreporter. Et ça va même au-delà de ça, c'est qu'en fait, elle a vécu un petit peu dans l'ombre de son mari. Et on sait aujourd'hui que certaines des œuvres de Robert Capa, hein, dont vous aviez la biographie, lui ont été attribuées à tort en fait. C'était a priori des négatifs qui ont été retrouvés qui étaient ceux de Gerda. Donc, la alemana Irme Cháver escribió un libro en 1994, Gerda Taro, una fotógrafa revolucionaria en la guerra de España, en el cual reconoce el valor de Gerda y de su trabajo como fotógrafa. Donc là, je vais vous demander qui lui a donné de l'importance, qui a reconnu son travail et comment. Certains vous m'avez un petit peu laissé de côté le comment. Donc comment, c'était en écrivant un livre. Je vous rappelle que pour dire en écrivant un livre, on ne dit pas en escribiendo, mais juste escribiendo. Hein, donc vous pouvez dire la alemana escribió ou reconoció el valor de Gerda escribiendo un libro. Et oui, et petite chose, donc Irme Cháver était une femme, la alemana. Souvent j'ai vu elle alemane. Donc non, c'était une femme. Pour donc la partie suivante, donc là il s'agissait d'un exercice de conjugaison hein, pur et dur. Donc là c'était la biographie de Robert Capa, le mari de Gerda Taro. Donc certains vous n'aviez pas mis les accents. Je vous rappelle que si vous ne me mettez pas les accents, ça n'a rien à voir quand on dit par exemple adopto et adopto. Hein, ça fait adopto, il adopta et adopto. Ça fait donc j'adopte. Donc c'est pas la même chose hein, entre le présent et le passé simple. Faites très attention. Donc il y en a qui ont perdu des points à cause de ça, à cause des accents. Hein. Alors, donc il fallait trouver fue pour le premier verbe. Hein. Fue un fotógrafo estadounidense que nació, c'est le verbe nacer, régulier ici, en Budapest, Hongrie en 1913 y murió. Attention ici à murió, le U, hein, il y a une irrégularité. Affaiblissement, plus exactement, en Vietnam en 1954 a los 40 años. Pronto emigró a Berlín, là encore aussi,
une fois, si vous mettez pas l'accent sur le O, c'est j'émigre et pas il immigra. Hein. A Berlín por sus ideas de izquierdas, ahí comenzó a trabajar en la agencia de noticias de FOT, pardon. En 1933 se fue à Paris huyendo de Hitler. Donc là, attention, c'était un verbe pronominal. Vous m'avez oublié bien souvent le C. Hein, le C passe devant. Et puis le verbe ir, donc est irrégulier, fait fue. Ahí conoció a la fotógrafa Rita Porril, que era una joven refugiada de la Alemania nazi. Pronto se convirtió, donc là il y avait une diphtongue. Et pareil, il fallait mettre le C devant. Se convirtió en su pareja y lo acompañó a multitud de viajes, adoptó el seudónimo de Redataro y se cree que fue ella quien bautizó a André con el nombre de Robert Capa. Donc tous les derniers verbes accompagnar, adoptar et bautizar étaient des verbes réguliers, donc il fallait simplement mettre un O avec un accent. Ensuite, là, vous vous êtes trompé parce que vous n'avez pas fait attention, il y avait un changement de sujet. J'avais indiqué troisième PP, ça veut dire troisième personne du pluriel. Donc du coup, ça donnait se hicieron et pas se hizo. Hein. Corresponsales de guerra. Su primer fotoreportaje tuvo lugar en la guerra civil española. Là, souvent, j'ai eu tuvieron aussi parce que vous n'avez pas fait attention que le sujet, c'était le premier reportage photo dans la phrase. Ensuite, on repassait sur une troisième personne du pluriel. Estuvieron presentes en los principales escenarios bélicos de la Segunda Guerra Mundial. Gerda falleció en Brunete en 1937, atropellada por un tanque. En cuanto a Capa, una mina causó su muerte en Vietnam durante la guerra de Indochina. Dejó un legado de 70.000 negativos que permiten documentar los acontecimientos más importantes del siglo XX, como el desembarco de Normandía en 1944. Sus fotos son íconos de la lucha, de la resistencia y de la dignidad humana frente al sufrimiento. Para él tenían mucha más importancia el drama, el momento o el instante captado que los aspectos técnicos o la calidad de la imagen. Una de sus fotos más famosas es Muerte de un soldado republicano de 1936. Donc pareil, là, si vous mettez pas le O sur causo et sur dero, bah, c'est pas le même temps et pas la même personne. Hein. Donc attention à ça. Hein. Causo, c'est je cause, je provoque. Et dero sans accent, donc pareil, c'est je laisse un héritage. Et ça montre aussi, encore une fois, donc les risques que les journalistes prennent quand ils sont sur le terrain. Hein. Ici, Capa, on vous explique qu'il est mort à cause d'une mine, en fait, d'une bombe au Vietnam. On passe sur la dernière partie. Ici, vous aviez donc des photos et les titres étaient indiqués. Il fallait simplement retrouver le titre qui correspondait à chacune de ces photos. Donc, pour la première photo, il fallait trouver que c'était Los Refugiados Republicanos en Francia en marzo de 1939. Donc, je vous rappelle que à la fin du conflit, de la guerre civile, les républicains ont massivement été obligés de s'exiler. Ils sont exilés vers la France. Donc, c'est ce qui se passe ici. Vous avez des républicains qui fuient vers la France. Pour l'image 2, donc là, on vous montrait la Batalla de Teruel el 13 de enero de 1938, donc une des batailles de la guerre civile. Ensuite, pour la troisième image, donc c'était l'image 3, Niña descansando en Barcelona enero 1939, il y a une erreur dans la saisie. Donc là, c'était une jeune fille qui était en train de se reposer à Barcelone, donc pendant le conflit, qui montre bien que la population civile est atteinte, qu'elle se retrouve dans des situations, des conditions difficiles, une situation vraiment précaire, avec des difficultés pour s'alimenter, des difficultés pour vivre convenablement, tout simplement. Después, vous avez donc l'image 4 qui correspondait en fait à le numéro 1, Muerte de un miliciano. Donc là, c'est la photo dont il était fait référence sur la biographie que vous aviez juste avant, donc qui est l'une des photos les plus célèbres de Robert Capa, dans laquelle donc on voit effectivement un milicien se faire abattre par, on ne sait pas, un ennemi certainement appuyant le régime franquiste, ou nationaliste. Et puis donc pour la dernière image, donc c'était Entrenamiento de una miliciana en Barcelona. Vous aviez l'entraînement d'une femme qui était en train de s'entraîner donc à Barcelone, qui montre bien que les femmes ont eu aussi leur rôle à jouer en tant que résistantes face à l'oppresseur, qui face à l'ennemi, qui était donc pour le coup ici les nationalistes. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me le faire
remonter. Terminamos con los deberes. Donc pour mardi 2 juin, je vous donne pas grand chose, si ce n'est donc de bien retravailler la correction du DM et de me faire remonter si vous avez des questions pour que je puisse donc vous répondre. Et puis connaître le vocabulaire du texte sur le harcèlement. Donc là aussi, ça me permet de vérifier si vous êtes capable après de travailler sur l'extrait de film que l'on verra en classe ensemble. Je mets mardi 2 juin, mais il est probable que les cours n'aient pas lieu ce jour-là. Enfin, vous allez avoir des emplois du temps aménagés et peut-être que vous n'aurez pas espagnol comme vous avez espagnol le mardi en temps habituel. Donc ce sera à voir. En tout cas, ces devoirs sont à faire pour la prochaine séance, que vous soyez avec moi en cours ou à la maison. Así que os digo, buen fin de semana a todos. Adiós.